Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voici les titres. Le président de la République à Monrovia, il participe au sommet ordinaire de la CEDEAO. Le président Macky Sall a signé le traité de l'autoroute Dakar-Abidjan, corridor concernant 7 pays de la CEDEAO, pour une meilleure exploitation du potentiel économique de la sous-région. Avec le ramadan, les habitudes alimentaires changent les horaires surtout. Si certains préfèrent dîner juste après la rupture, d'autres préfèrent attendre les alentours de minuit. Les médecins conseillent de boire et de prendre des fruits. Le dîner viendra 2 heures après. Le pèlerinage marial de Popenguine, la messe de Pentecôte a été célébrée ce dimanche. Nous vous ferons vivre les temps forts de l'événement avec nos équipes sur place et Anne-Marie Gomis que nous allons retrouver. La rubrique découverte s'installe à Popenguine également. Focus sur le parc des oiseaux, réserve naturelle créée en 1986. Un regroupement de femmes et les agents des parcs nationaux font tout pour préserver cette réserve naturelle. Le chef de l'État a quitté Dakar ce matin à destination de Monrovia. Le président Macky Sall participe au 51e sommet ordinaire de la CEDEAO, ouvert aujourd'hui dans la capitale libérienne. Pour la première fois depuis 38 ans, le Libéria va accueillir une conférence internationale sur son sol. Il sera surtout question de paix, de sécurité et d'intégration économique. À son départ, le chef de l'État a été salué par le Premier ministre et quelques personnalités civiles et militaires. Le président Macky Sall, qui est arrivé à Monrovia, a signé aujourd'hui le traité de l'autoroute Dakar-Abidjan. Il s'agit de la construction d'un corridor qui concerne 7 pays membres de la CEDEAO, dont le Sénégal. C'est pour une meilleure exploitation du potentiel économique et le renforcement de l'intégration régionale en favorisant la libre circulation. Le 1e sommet ordinaire de la CEDEAO, envoyé spécial au Libéria, Pape Biram Biguendiaye. Monrovia, capitale du Libéria. Le pays renoue avec l'organisation de grandes conférences après 38 ans d'absence sur la scène internationale. C'est donc un moment historique pour une nation qui accueille la 51e édition de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale a aujourd'hui 42 ans et les défis sont toujours aussi nombreux, les enjeux multiples. C'est dans un contexte marqué par de nouveaux chantiers dont l'espace CEDEAO que le président Macky Sall est arrivé à Monrovia, où il est accueilli par la présidente Ellen Johnson Sirleaf. Un accueil avec les honneurs. Ce sommet ordinaire de la CEDEAO se déroule sous le signe de l'accélération de l'intégration régionale pour renforcer le commerce et la libre circulation dans l'espace communautaire. Cela aboutit à la signature d'un traité historique pour la construction de l'autoroute Dakar-Abidjan. Ce corridor va améliorer la viabilité économique de l'axe Dakar-Lagos. En plus des grandes capitales que traverse cette autoroute, la zone d'influence du corridor Dakar-Abidjan couvre les principales zones de production, les enclaves de ressources naturelles, les côtes et les régions agricoles de l'espace CEDEAO. Il s'agit d'une autoroute multinationale à double voie avec 6 lignes et une extension ferroviaire. S'y ajoutent des mesures complémentaires de facilitation du commerce et des transports reliant Dakar à Abidjan, en passant par les territoires de la Gambie, des 2 Guinées, Conakry et Bissau, de la Sierra Leone et du Libéria. Ce projet grandeur nature se fera en partenariat public-privé et les études de faisabilité seront financées par la Banque africaine de développement. Ce sommet ordinaire s'est aussi penché sur les défis sécuritaires face à la percée du terrorisme. Les chefs d'État ont mis en place une stratégie pour affaiblir Boko Haram qui entraîne l'instabilité dans certains pays de la sous-région. L'idée, c'est aussi d'améliorer le système de partage d'informations et la coopération militaire avec l'Union africaine. En termes d'avancées économiques, la CEDEAO a réalisé des progrès. En 2013, les volumes des échanges étaient de 3 milliards de dollars et en 2015, 15 milliards de dollars. L'idée d'aller vers une monnaie unique fait également son bonhomme de chemin. Invité à cette rencontre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit sa volonté de travailler avec les pays membres de la CEDEAO. Il leur a tendu la main tout en vantant le modèle économique d'Israël qui, selon lui, peut contribuer à la croissance des pays de l'espace CEDEAO. Les chefs d'État de la CEDEAO qui sont réunis actuellement à Monrovia, au Libéria,
Nous aurons d'autres aspects dans nos prochaines éditions. Sachez qu'après avoir réintégré l'Union africaine en janvier 2017, le Royaume du Maroc va tenter une nouvelle entrée à la CEDEAO. Ce 4 juin 2017, le 51e sommet de la CEDEAO de Monrovia sera une occasion pour le Royaume chérifien d'intégrer un marché de 300 millions d'habitants. Le Maroc va faire valoir de réels atouts pour jouer un rôle moteur dans l'espace CEDEAO avec son poids économique considérable. Habib Mbaye. Le Maroc, puissance 16. 16 comme le 16e pays qui va intégrer la CEDEAO. L'entrée du Maroc figure en bonne place dans l'agenda de ce 51e sommet des chefs d'État de l'organisation sous-régionale. Ainsi, après avoir réintégré le 30 mars dernier l'Union africaine, le Maroc ira donc à l'assaut d'un espace économiquement dense de ses 320 millions de consommateurs. De nouveaux horizons économiques où le royaume chérifien, fort de son expertise dans des domaines comme le secteur bancaire, les assurances, entre autres, aura permis à ces 35 millions d'habitants de faire partie d'un nouvel espace africain qui ne fera que booster le leadership bancaire de Attijari Wafa Bank. Ce groupe marocain a fini par se faire une belle réputation en Côte d'Ivoire avec SIB et au Sénégal avec la CBAO. Qui plus est, le Maroc va intégrer la CEDEAO pour conforter une place déjà acquise dans le domaine des assurances, car l'expertise marocaine a fini de s'imposer en Côte d'Ivoire avec le réseau Colina, qui est devenu Saham, une propriété du Maroc, leader en Afrique, en dehors de l'Afrique du Sud, avec une présence dans 23 pays du continent. L'arrivée du Maroc dans la CEDEAO aura le mérite de conforter le statut d'investisseur du continent dans sa partie occidentale. Une suite logique dans le tournant africain qu'est en train d'entreprendre le royaume chérifien, avec 62,9% de ses investissements directs à l'étranger tournés vers le continent. Il n'y a pas que le Maroc qui en sera gagnant, car la CEDEAO bénéficierait d'un accès stratégique à la Méditerranée. Un projet de gazoduc ralliant le Nigeria au Maroc et desservant l'Europe est en perspective à l'horizon 2022. Celui-ci permettra notamment le Sénégal et la Mauritanie de commercialiser leurs hydrocarbures issus des récentes découvertes. De belles perspectives pour les pays membres de la CEDEAO. Qui veut donc intégrer la CEDEAO comme 16e pays membre. La décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de la COP21 n'est pas confortable pour le président américain. Dictée par la situation politique à laquelle fait face Donald Trump, cette annonce peut ouvrir la porte à d'éventuelles négociations. Analyse de Ousmane Sen, spécialiste des États-Unis. Le directeur du WARC était l'invité de l'émission Point de vue avec Omar Nying. Je ne crois pas que ce soit de l'intérêt des États-Unis d'être tout seul comme ça. Les États-Unis, combien de pays sont avec les États-Unis? Vous les comptez sur le bout des doigts. Ils ne font pas plus de 5. Donc l'essentiel du monde est dans la COP 21 et les gens ont dit il n'est pas question de revenir en arrière. Pas que les circonstances politiques dans lesquelles ils se trouvent, aussi le fait que ça a été une promesse de campagne, l'ont poussé à dire ce qu'il a dit. Mais est-ce que là, ce n'est pas ouvrir la porte pour d'éventuelles négociations? Parce qu'avec la COP, les gens ont dit il est toujours possible de négocier. Bon, il est toujours possible qu'il négocie. Mais cette position-là, ce n'est pas une position confortable pour lui, même pas à l'intérieur des États-Unis. Ousmane Sen, qui était donc l'invité de l'émission Point de vue. La tournée du directeur général de l'Office des forages ruraux, le fort dans le sud-est du pays, les localités de Medina Diakha à Tambacounda et Tomboronkoto dans la région de Kédougou ont réceptionné des forages multi-villages, des infrastructures réalisées avec le soutien de la coopération japonaise. L'objectif à terme est d'assurer l'accès universel à l'eau. Abdoulaye Sinkare. Un nouveau jour se lève sur Medina Diakha. Grâce à l'Office des forages ruraux, l'eau coule dans cette localité où il a toujours été difficile d'en avoir. Auparavant, nos mamans partent des kilomètres pour puiser de l'eau et faire le ménage. Les puits aussi. Auparavant, les puits ont une profondeur très longue que pour avoir de l'eau, il y a d'énormes problèmes. Ici, il y a environ 1345 habitants. C'était très essentiel pour nous d'avoir ces forages, d'autant plus que depuis des années, on est confronté à un problème d'eau potable. L'ouvrage d'une valeur de 400 millions de francs est réalisé grâce au concours de la coopération japonaise. Aujourd'hui, la réception se fait en grande pompe. Toutes les installations ont été construites conformément à la norme japonaise. Donc vous pouvez utiliser
c'est toutes les installations à l'aise. Il vous demande d'utiliser les installations avec beaucoup de soin et avec beaucoup de précautions. Si on parle de multi-village, c'est extrêmement important. Si vous voyez que le coût est aussi lourd, c'est parce que aussi, ça sert aussi à déterminer l'ensemble des villages. Donc ça aussi, quand même, il faut le retenir comme viatique par rapport à la gestion de ce forage. Cette réalisation s'inscrit dans une dynamique qui vise l'accès universel à l'eau. L'objectif, c'est de permettre aux populations du monde rural d'avoir accès, comme dans les populations dans les zones urbaines, à de l'eau. Et avoir un point d'eau dans une maison, ça veut dire un robinet, qui est une banalité dans le monde urbain, soit également une banalité en milieu rural. Que les femmes n'aient plus à se déplacer sur des charrettes pour aller chercher de l'eau. Avant Medina Diakha, dans la région de Tamba, la délégation de l'OFOR a effectué le même geste dans la commune de Tomboronkoto, à Kédougou. Ici, le forage polarise 3 gros villages. La région de Kédougou, comme vous l'avez dit, s'illustre à côté de l'exploitation traditionnelle de l'or par les difficultés que rencontrent les populations en matière d'approvisionnement en eau. Vraiment, que nous avons un problème, nous, les collectivités locales, pour servir la population en eau potable au niveau de Mako et de Nyenemeki et Bako. Et c'est des gros villages qui approvisionnent vraiment, qui portent aujourd'hui 18 bornes de fontaine, dont 4 à Nyenemeki, dont 14 au niveau de Mako et Bako. Vraiment, nous sommes très satisfaits aujourd'hui. Pour la gestion des forages, des comités sont montés avec délégation de services publics. Et l'OFOR ne compte pas s'arrêter là. Et notre objectif, c'est dans les 2 années à venir, qu'il n'y ait plus de problème d'accès à l'eau potable. Mako est simplement un début. Saraya va suivre, Ibel va suivre, mais nous sommes surtout en train de travailler sur un projet très important de transfert d'eau qui va régler définitivement les problèmes d'accès à l'eau potable des populations de la région de Kédougou. À Kédougou, des cadeaux ont été remis au directeur de l'OFOR, une manière pour les populations de lui témoigner leur reconnaissance. La 3e édition de la finale de récital du Coran a livré ses résultats. Moustapha Niang, de la région de Dakar, pensionnaire du Dara Riyadul Khourkhan de Mbao, a remporté le premier prix. Il est suivi de Mam Gorsey, toujours de Dakar. Plusieurs autorités religieuses ont pris part à l'événement. Le gouvernement a été représenté par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. C'est un compte rendu signé Massamba Thian. Le voici, le champion national du concours de récital du Saint-Coran. Moustapha Niang, petite de taille mais désormais inscrit en lettres d'or au Panthéon des dignes fils du Sénégal. C'est vrai que c'est mon fils. Ce qu'il vient de réaliser est un honneur pour tout le monde. Il a honoré toute la Oumma islamique. Alhamdulillah, c'est le seul mot qu'il a livré, un sentiment partagé avec toutes les autorités qui ont pris part à cet événement, du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne qui a présidé la finale aux jeunes disciples venus des 14 régions du Sénégal. Ce que nous venons de vivre vraiment ici à Grand Tête, c'est un jour qui sera marqué dans l'histoire du Sénégal. Ce qu'on a vu sur ces enfants-là, vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Premier ministre, entouré de plusieurs membres du gouvernement, a félicité l'ensemble des acteurs mobilisés pour la bonne organisation de ce concours. Un concours qui intervient dans un contexte d'une politique de modernisation des Dara bien enclenchée. Notre ministre, M. Serigne Mbaye Thiam, ici présent, que nous félicitons de passage, lui, vraiment, il nous a beaucoup accompagnés, il nous a beaucoup aidés. Je lui ai dit que ces résultats-là, c'est des produits vraiment que la fédération a enregistré, mais grâce à vous. Parce que c'est lui qui nous a apporté beaucoup de soutien, qui pousse vraiment à ce que les Dara aillent de l'avant. Donc nous avons la présence du gouvernement parce qu'il ne faut pas oublier que les Dara font partie du système d'éducation. On a parlé du ministère de l'Éducation nationale. On n'a pas parlé du ministère de l'Éducation publique seulement, française. On a parlé du ministère de l'Éducation nationale. Et les Dara sont des lieux d'éducation. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État, le président Macky Sall, le gouvernement, sont engagés dans un processus de modernisation et d'intégrer les Dara dans le système éducatif comme partie prenante. La 3e édition de la finale de récital du Saint-Coran a été remportée par la région de Dakar à travers Moustapha Niang, champion, et Mamor Sey, vice-champion. La cérémonie a servi de tribune pour aborder des thèmes d'actualité surtout liés à l'islam et la paix.
Beaucoup de prières ont été dites pour un Sénégal de paix et de prospérité. Millionnaire grâce au Coran, n'allez pas à la recherche de la sourate enrichissante, empruntez plutôt la voie de ces jeunes Sénégalais primés au concours international de récitation du Coran. Cela leur a valu de fortes récompenses pécuniaires jusqu'au sommet de l'État. Cherchez le savoir et à vous la fortune, c'est une chronique signée Omar Diaw. La quête de l'argent n'est pas toujours une droite séquente de celle qui mène tout droit vers Dieu. Souvent d'ailleurs, la recherche effrénée de la fortune, moins qu'une droite épouse les contours d'une sinusoïde serpentant à travers des dédales obscurs de combines, d'affaires pas tout à fait nettes, pas tout à fait musulmanes, serait-on tenté de se permettre à l'occasion. Les lauréats sénégalais du dernier concours de mémorisation et de récitation du Coran ont porté haut l'étendard d'un pays qui peut en apprendre à d'autres plus anciennement convertis, se considérant même comme des légataires directs de l'essence de la civilisation musulmane qui est aussi négro-africaine. Sur l'échiquier mondial, les pays du croissant de jeunes Sénégalais ont montré la qualité des enseignements qu'ils ont reçus et leur propre talent. Ce podium sur lequel le Sénégal n'a laissé que très peu de place à la concurrence a valu à nos lauréats sortis de l'anonymat gloire, laurier et fortune. On se croirait dans un téléthon sur des plateaux télévisés. Cette générosité affichée cache sûrement d'autres formes discrètes et hautement appréciables là-haut. La Républicaine a exprimé sa reconnaissance à ses enfants prodiges. Elle se doit d'ancrer en chacun d'eux le culte du mérite. Et ceux qui ont investi le savoir méritent le respect dû aux gros investisseurs dont on peut ignorer l'origine des fonds. Chaque jour est une occasion d'apprendre sur le vaste monde de notre ignorance. Cherchez le savoir et à vous la fortune, la chronique signée Omar Diaw. C'est par une distribution de lait que la journée mondiale du lait a été clôturée au Sénégal. Le ministre de l'Élevage et sa délégation ont choisi le Dara Al-Amal de Keur Massar pour cette distribution. Les enfants de l'école et les nombreux invités ont eu également droit à un ndogu Aramdaw. Par ces temps de Ramadan, l'astuce est toute trouvée de clôturer la journée mondiale du lait autour d'un ndogu. Précédé, cela dit, d'une distribution de lait. Le cadre, Keur Massar, les invités, les pensionnaires du Dara Al-Amal, des enfants qui ont rendu la journée plus que symbolique. Le lait est un produit complet. Le lait est un aliment complet comme on l'a tous appris. Transformé dans les conditions idoines, il garantit la santé. Les enfants et les parents doivent le savoir pour en consommer davantage. Pour le Dara, l'honneur est immense, un choix parmi tant d'autres. Nous avons choisi de nous concentrer sur l'éducation des enfants, leur inculquer les valeurs qu'il faut pour vivre en société. Merci Madame le ministre pour ce choix. Merci beaucoup. Devant autorité de la commune, parents et acteurs de l'élevage, le ministre est revenu sur le choix de ces jeunes qui ont besoin plus que quiconque du liquide nourricier. Le lait est le premier aliment de l'homme et de tous les mammifères. Il est d'une importance capitale, culturelle, mais aussi économique du fait des milliers d'éleveurs qui vivent de la filière. On a voulu clôturer la journée mondiale du lait pour faire honneur à Keur Massar et à cet important Dara Al-Amal. C'était le dernier temps fort de la journée mondiale du lait. Elle aura placé les enfants au cœur de la promotion de cet aliment complet. Voilà qui nous permet d'aborder notre reportage Ramadan. Durant cette période, les horaires des repas changent. Si certains préfèrent dîner juste après la rupture du jeûne, pour d'autres, c'est aux alentours de 23h00. Les médecins conseillent de prendre de l'eau et des fruits et le dîner 2 heures après. Aminata Mbengval. Le Ramadan est une période durant laquelle des changements s'opèrent dans les horaires de repas. Chez la famille Ndiaye de la Médina, tout le monde se retrouve autour du dîner juste après la rupture du jeûne. Le fait de prendre le dîner tôt permet une bonne digestion et on pourra faire tranquillement le nafila avant de se coucher. C'est une vieille tradition, ce sont nos grands-parents qui le faisaient.
Et c'est une bonne chose, je pense. Prendre le dîner à cette heure est une vieille tradition et si cela se poursuit, c'est sans doute parce qu'il y a des avantages. On oublie même parfois qu'on a déjà mangé parce que tout simplement on a bien digéré. Quand on dîne tard, on risque d'avoir des ballonnements. Pour d'autres, pas question de se priver d'un bon petit déjeuner, même si c'est un peu de pain accompagné de saucisson ou un petit croissant et du café. Pour le dîner, ce sera aux alentours de 23h00 ou même au-delà. J'ai pas trop d'appétit juste après la rupture du jeûne. C'est pourquoi je prends un peu de pain et du café. Après, je prends mon dîner vers 23h. Mais je me promène quand même un peu avant de me coucher. Prendre le dîner un peu tard, ce n'est pas recommandé. Mais si c'est léger, cela peut éviter des soucis sanitaires. Et justement, côté santé, il y a des précautions à prendre. À la rupture du jeûne, et c'est ce qu'on constate le plus souvent, il ne faut pas tout de suite sauter sur un dîner, sur un repas très copieux. Il faut d'abord prendre le temps de réadapter l'organisme qui a été toute la journée sans priver et tout. Et donc, à la rupture du jeûne, par exemple, il est conseillé déjà de boire de l'eau, ensuite de prendre des fruits, quelque chose de léger, avant maintenant 2 heures plus tard de pouvoir prendre un dîner. Après une journée de privation, on se permet souvent certains excès. Dîner tôt ou à des heures tardives, à chacun son choix. L'essentiel est de faire attention à ce qu'on met dans le ventre, juste ce qu'il faut, sans exagération ni privation extrême. Le ramadan n'est pas un régime. De bons conseils pour vous accompagner durant ce mois du ramadan. Prenons la direction de Popenguine qui accueille en ce moment la 129e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Et nous allons retrouver nos équipes avec d'abord Anne-Marie Gomis. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir cher Traoré. Alors comment ça se passe sur place à Popenguine? Quelle est l'ambiance? Alors, bienvenue à tout le monde. Vous l'aurez imaginé, l'ambiance a grandi un peu plus avec l'arrivée des marcheurs cet après-midi. C'était aux environs de 15h, 16h cette année. Plus de 10 000 marcheurs, tous diocèses confondus, après des kilomètres à pied sous le soleil, la chaleur et la poussière. Ils sont arrivés. Ils sont là, au pied de Notre-Dame de Popenguine. À l'arrivée, ils étaient tout joyeux. L'ambiance d'arrivée, c'est avec Pape Bounatiao. C'est aux environs de 14h30 que les premiers groupes sont arrivés aux portes de Popenguine. Ensuite, des vagues compactes de fidèles se sont succédées. De toutes les régions du pays, ils sont venus répondre à l'appel de Marie, la Sainte Vierge. Bon, c'était bien, c'était très bien d'ailleurs. Bon, vous savez, comme vous le savez, la marche c'est une bonne démarche de foi. En fait, pour venir ici à Popenguine, marcher des Thiès de là, c'est avec malgré la fatigue et tout. On a enduré pas mal d'épreuves pour pouvoir en arriver ici. Voilà, et puis avec l'animation et tout, voilà, je vois qu'on est arrivé à terme. Bah, ému, je ne sais pas quoi dire, mais bon, c'était vraiment très bien et un plaisir de marcher. Ouais. Dans la joie et l'allégresse, les kilomètres parcourus ne pèsent plus sur les pieds. À l'arrivée, la fatigue s'est vite dissipée dans la ferveur religieuse du sanctuaire. À l'approche de Popenguine, bon, j'ai plus senti la fatigue. Et sur le chemin, vraiment, j'avoue que c'était difficile. Mais vraiment à l'approche, c'était comme s'il y a quelqu'un qui a quelque chose qui est sorti en nous. Et vous voyez comment les gens ont chanté. Vraiment, c'était bon aussi. C'est la 4e fois. Je suis dans la paroisse de Marie Immaculée, Mipa. Vous sentez toujours de la fatigue ou bien? Non, non. La Vierge Marie fait toujours des miracles. Quand on vient, on ne ressent plus la fatigue. Cette année encore, plus de 10 000 marcheurs ont envahi les différentes artères de la ville. Dans l'enthousiasme, la paix, la communion des cœurs, les pèlerins vont ensemble prier et vénérer la Sainte Vierge, Notre-Dame de Popenguine, qui, comme chaque année, les accueille à bras ouverts. La
marche, une démarche de foi à l'image des disciples d'Emmaüs à qui Dieu avait dit va à la rencontre du Seigneur. Mais auparavant, il a fallu que le Christ, après son élévation au ciel, leur envoie l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. La Pentecôte justement que l'Église célèbre ce dimanche. Ici à Popenguine, une célébration eucharistique s'est déroulée ce matin ici même au sanctuaire. Une messe présidée par le cardinal Sar Théodore Adrien. Dans son homélie, il invite les jeunes à prendre Marie comme exemple. Aïssatou François Sec. La venue de l'Esprit Saint, troisième personne divine de la Sainte Trinité, a rassemblé les fidèles autour de Notre-Dame de la Délivrance comme les apôtres. En recevant l'Esprit Saint, les fidèles reçoivent également les 7 dons de l'amour du Christ. Il faut donc bannir les rivalités, les jalousies, la concurrence malsaine au sein des communautés et pratiquer l'accueil et l'écoute mutuelle pour que la diversité des dons engendre une complémentarité féconde. Sortons de l'habitude pour laisser retentir en notre cœur les merveilles de la première rencontre des apôtres avec leur maître ressuscité. Célébrée 50 jours après Pâques, la Pentecôte marque le couronnement des 7 semaines du temps pascal et la naissance de l'Église catholique. Elle peut et doit raviver notre foi au don de l'Esprit Saint que Jésus ressuscité a fait aux apôtres et qu'il fait à tous ses disciples de toutes les époques et de tous les pays. Soyez les témoins du Christ et poursuivez l'œuvre d'amour qu'il a entrepris au début de sa prédication évangélique, dira également Monseigneur Théodore Adrien Sar aux fidèles. Par le mystère de la Pentecôte, des prières ont été formulées afin que le Saint-Esprit répande ses grâces en abondance dans l'immensité du monde et de notre pays. Il faut dire que cette année, les milliers de fidèles attendus à ce pèlerinage vont réfléchir et méditer autour du thème « Marie, mère et éducatrice, modèle pour nos familles et nos communautés ». Le 25e anniversaire de la visite du pape Jean-Paul II est également célébré cette année. Anaïs Nyanyamane. Le pèlerinage marial de Popenguine, un moment de rencontre, de communion et de prière pour les fidèles chrétiens du Sénégal et des fidèles des pays frontaliers. Pour cette année 2017, le pèlerinage sera aussi marqué par la dévotion à la Vierge Marie, reine de l'univers. C'est Marie, mère et éducatrice, modèle pour nos familles et nos communautés. Donc on a voulu qu'elle soit modèle sur les 2 registres, le côté de la famille, qui est très connu, mais aussi de la communauté. Parce que la Vierge n'était pas simplement maîtresse de maison, elle était aussi mère de l'Église. Et elle est très douée pour les relations avec les disciples, les apôtres. Donc ça apporte beaucoup pour nos communautés, qui sont des communautés religieuses ou des communautés paroissiales. Donc la Vierge, on pourrait dire, elle a une dimension familiale et sociale. Et pas pour ça qu'on l'appelle reine. Donc elle connaît la chose publique. Et ici, c'est un lieu public. Cette 129e édition du pèlerinage marial de Popenguine coïncide avec la 25e année de la visite du Saint-Pape Jean-Paul II au Sénégal. Son passage à Popenguine fut un moment important pour l'Église. Cette année 2017, on fête les 25 ans de passage du pape Jean-Paul II au Sénégal. C'était en février 1992 et donc 25 ans plus tard, en 2017, on a souhaité associer cette visite historique pour la célébration de la Pentecôte. Ils l'ont déjà fait pour les JMJ à Pikine et ils vont le faire encore pour la grande veillée de Pentecôte. Remise en l'honneur de tous les textes fondateurs du pape Jean-Paul II, qui a dit d'ailleurs pour Popenguine une très belle phrase, que les gens se demandent si la Vierge est venue ici ou si elle est apparue. Dans le monde, il y a à peu près 3000 sanctuaires de la Vierge, mais il n'y en a que 17 qui sont reconnus comme ayant vraiment l'apparition de la Vierge. Et ici, le Saint-Père a dit, le peuple de Dieu qui est au Sénégal a invité ici, à Popenguine, la mère de Jésus, et Marie a accepté l'invitation. Comme pour chaque lundi de Pentecôte, des milliers de fidèles chrétiens se retrouvent au pied de Notre-Dame de Popenguine. Pour cette 129e édition, ils vont vivre le thème « Poursuivre les pas de Marie, mère et éducatrice ».
Cher Traoré, voilà un événement auquel tout le monde se réjouit. Ramadan et pèlerinage marial de Popenguine. Cette année, les deux événements ont coïncidé. Une bonne nouvelle de part et d'autre, musulmans comme chrétiens, voient en cela un signe, un langage que Dieu nous parle à travers ce message. Jeanne Dior. Pèlerinage et Ramadan, une première ou du moins pour ces 80 dernières années. Le vieux Mbengue qui porte ses 95 printemps le confirme. 2017, la Pentecôte est célébrée en plein mois de jeûne. Je me souviens qu'il y avait une coïncidence entre la Pentecôte et la Tabaski. Mais Ramadan et Pentecôte, j'avoue que c'est une première. Je me rappelle des différents départs des marcheurs de Dakar à Popenguine et de Thiès à Popenguine. Il y avait même ceux qui prenaient la pirogue pour allier la cité religieuse. Cela, je l'ai vécu ici. Cette coïncidence est vue sur plusieurs angles. Le spirituel s'invite ainsi. Les religieux voient en cela un appel à l'unité. Je crois qu'il n'y a pas de hasard. Nous parlons plutôt de providence. On dit que Dieu est le maître des temps et de l'histoire. Le Ramadan va précéder de quelques jours la grande fête de la Pentecôte et du pèlerinage national marial. Je crois que c'est une invite pour tous les croyants à ne faire qu'un. Parce que pour Dieu, il n'y a qu'une seule humanité. C'est une première, célébrer la Pentecôte durant le jeûne. La lecture que nous en faisons est énorme. Nous sommes frères et sœurs. Entrez dans les maisons et vous verrez, dans une même famille, un chrétien et un musulman. Fuyant le soleil de plomb qui s'impose, certaines femmes s'offrent un peu d'ombre sous cet arbre. Ici, les échanges tournent autour de la manière dont elles devront s'organiser entre les préparatifs du Ndogu et l'accueil des pèlerins. On est des croyants, les chrétiens et les musulmans, nous sommes tous pareils. Tout ensemble, le Ndogu, le Khedde, tout ensemble. Après, on va continuer le mois de Ramadan. Je me souviens comme si c'était hier, les coquillages qu'on vendait ici sous cet arbre. Les vendeurs étaient composés de chrétiens et de musulmans. Ceci n'est qu'un signe. Popenguine, une cité religieuse avec sa population à majorité musulmane. Ce temps de jeûne va encore être la parfaite illustration de la bonne cohabitation entre chrétiens et musulmans. Merci Jeanne Dior, cher Traoré. Signalez que tout à l'heure dans le journal du pèlerinage, nous vous proposerons un focus sur le diocèse de Kolda à l'honneur pour l'animation de cette 129e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Vous aurez également un élément sur un élan de solidarité justement sur la route des marcheurs. Ce sera à Toubab Dialaw tout à l'heure avec Jeanne Dior qui est allée à la rencontre d'une famille Ndiaye qui distribue gratuitement le repas aux jeunes marcheurs sur la route de Popenguine. Ce sera tout à l'heure dans le journal du pèlerinage. Mais à noter tout à l'heure, après donc cette édition, ce soir même, il est prévu la veillée de prière. C'est aux environs de 21h30 demain. La messe est prévue à 10h, une messe que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne. Et pour ce qui est de la veillée, ce sera diffusé pour nos téléspectateurs qui sont restés chez eux à partir de 23h. Demain donc 10h, la grande messe ici même au sanctuaire, suivie de la cérémonie officielle. Et puis cette 129e édition sera clôturée par la récitation, j'y arrive, des vêpres. C'est ce qui va clôturer cette 129e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Je vous rends l'antenne, je vous retrouve tout à l'heure après l'édition du 20h pour le journal du pèlerinage. À tout de suite, cher. Merci Anne-Marie, à tout de suite pour ce programme très intéressant. La RTS sera bien évidemment là pour vous faire vivre donc tous ces événements. À tout à l'heure Anne-Marie pour le journal du pèlerinage. Le saviez-vous, à Popenguine, il y a un parc des oiseaux. C'est une réserve naturelle créée par décret le 21 mai 1986 pour une meilleure préservation de cette richesse naturelle. Un regroupement de femmes y mène diverses activités aux côtés des agents des parcs nationaux. Allons à la découverte de ce site attractif avec Louis-Philippe Sagna. Zone de reproduction de beaucoup de poissons, cette aire marine de 200 hectares attire de nombreux oiseaux. En réalité,
Elle est la partie marine non balisée de la réserve naturelle de Popenguine, un site de 1009 hectares à 50 km au sud-est de Dakar. Vers les années 80, il y avait une forte dégradation du milieu. Donc les autorités ont pris un décret pour classer cette réserve afin de pouvoir restaurer les ressources qui étaient dégradées. Donc il y a la mise en défense qu'on avait effectuée d'abord pour bien protéger cette superficie afin de restaurer le milieu. Différents oiseaux fréquentent ce milieu en provenance d'horizons divers. On a des canards parfois qui viennent ici, on a des sternes, les sternes royales, les sternes caspiennes, on a les dendrocygnes que vous voyez, pratiquement les oiseaux migrateurs et les migrateurs également paléarctiques, vous pouvez les voir ici dans la réserve. Plus certains, il y a des canards également dont je parlais, des spatules, on a ça parfois. Voilà. Donc il y a une faune diversifiée que l'on a dans cette lagune-là. Mais il y a des saisons comme par exemple comme janvier, décembre, même octobre, où on a vraiment des effectifs très importants. Il fallait restaurer ce milieu fortement dégradé du fait des coupes abusives et des feux de brousse. Après la création, les populations ont adhéré à cette vision de l'État pour sauvegarder les ressources. D'abord, il y a le regroupement de Popenguine qui a été mis en place. Et quelques années après, on a créé le Copronat qui fédère l'ensemble des villages. Et ce collectif de groupement travaille avec les agents de l'État qui représentent la direction des parcs nationaux. Ils ont mis en place une cogestion, un partenariat dans lequel l'État intervient avec les populations sur toutes les activités de gestion. La population de Popenguine est consciente de cette richesse. C'est du moins le sentiment des femmes impliquées dans la préservation de cet environnement depuis 30 ans. Gisee parc ñu ñëw fii ñuy jëmbat garab ñu ne bu ñu bàyyee lii dara du fi des montee ñoo ànd ak ñii si li ñuy liggéey. Nous avons voulu accompagner l'action des agents des parcs nationaux. Leur présence ici nous a permis de comprendre comment préserver cette réserve. Quand ils vont sur le terrain, nous les suivons. Toutes nos actions sont liées à l'avenir de nos enfants. Près de 120 femmes s'activent ici aux côtés des agents du ministère de l'Environnement. Nous y trouvons nos comptes. Nous savons pertinemment que la préservation de l'environnement favorise notre bien-être. En nos mots, nous sommes tenus de protéger la nature. C'est notre seule richesse. Une falaise surplombe ce parc des oiseaux. C'est le Cap Naz, 74 mètres d'altitude. Site géologique fréquenté par les élèves et les universitaires d'ici et d'ailleurs. Pour les touristes, il constitue le lieu d'attraction à 80%. Il y a des touristes qui viennent uniquement pour voir les oiseaux, qui sont des ornithologues ou bien des passionnés d'oiseaux. Il y a des touristes qui viennent pour les végétaux, pour tout ce qui est flore, diversité. Ils viennent pour regarder. Il y a d'autres qui viennent pour voir, par exemple, des installations comme les installations françaises de l'époque, qui viennent pour la culture, l'histoire. Voilà. Il y a certains qui viennent aussi pour voir les reliefs, la géologie. Donc les attractions sont variées. Chaque touriste a ses exigences, ses motivations. Voilà. Principalement, ce sont les attractions que nous avons ici. Il y a des gens qui viennent aussi pour les randonnées. Ils viennent faire des randonnées, continuer le circuit, traverser la réserve pour aller dans d'autres circuits également. Pour l'heure, tout est au calme. Quelques rares oiseaux comme le héron cendré sont visibles. Il faut attendre après l'hivernage, vers octobre, quand il y aura suffisamment d'eau pour voir cet écosystème reprendre son cours normal.
À la découverte de la réserve naturelle de Popenguine, c'était dans la rubrique découverte signée ce soir Louis-Philippe Sagna. Une enquête révèle l'utilisation de 50 tonnes de mercure chaque année au Sénégal. Cette substance utilisée par les orpailleurs est toxique pour l'organisme et pour l'environnement. Pour sensibiliser les chercheurs d'or des régions de Tambacounda et de Kédougou, des activités sont prévues dans la zone orientale. Elles seront menées ce jeudi 5 juin, journée mondiale de l'environnement. Les explications de la directrice de l'environnement et des établissements classés, Marilyn Diara, au micro de Rougiatouba. 50 tonnes de mercure sont utilisées par an au niveau du Sénégal et 46% de cette quantité est utilisée dans le cadre de l'orpaillage. On ne va pas interdire le mercure, mais il faut légiférer. Et donc pour l'instant, nous, ce qu'on est en train de faire de façon vraiment efficace, c'est au niveau des orpailleurs de les amener à utiliser des process sans mercure. Et on a un site pilote au niveau de Bankoto, dans la région de Kédougou, où on a des résultats extrêmement intéressants avec des orpailleurs donc, qui n'utilisent plus de mercure ou une quantité vraiment très très faible. On a équipé ce GIE pour un équipement de 50 millions. On s'est rendu compte que l'équipement qui coûte 50 millions, on pourrait le faire localement. Et donc on voudrait passer à l'échelle, passer d'un seul site pilote à beaucoup de sites et construire par nous-mêmes ici au niveau du Sénégal cet équipement avec des ingénieurs, avec des artisans qui sont tout à fait capables au niveau du Sénégal de reproduire ce matériel. Ça coûterait beaucoup moins cher bien entendu et ça nous permettrait d'équiper beaucoup de sites d'orpaillage. Morts et une cinquantaine de blessés, c'est le bilan des attaques survenues samedi soir à Londres en Grande-Bretagne, un attentat qui survient à quelques jours des élections législatives britanniques. Sedina Lumfal. La Grande-Bretagne a de nouveau été la cible d'attaque. Samedi soir, quelques minutes après la fin de la finale de la Ligue des Champions, un attentat a frappé le cœur de Londres dans un quartier où beaucoup de spectateurs s'étaient rassemblés pour suivre le match dans les bars. 3 assaillants à bord d'une camionnette ont foncé dans la foule sur le London Bridge, puis ont attaqué des passants au couteau, faisant 7 morts avant d'être abattus par la police. Ces attaques interviennent à 5 jours des élections législatives au Royaume-Uni. Cet attentat est le 3e à frapper la Grande-Bretagne en moins de 3 mois. Ce dimanche, le Parti conservateur a annoncé suspendre sa campagne nationale pour les législatives. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. La police a annoncé le renforcement de ses effectifs dans Londres dans les jours à venir. Plus de 50 blessés ont également été hospitalisés. Emmanuel Macron, Angela Merkel et Donald Trump ont condamné cet attentat et ont manifesté leur soutien. Les élections législatives britanniques vont se dérouler comme prévu ce jeudi 8 juin. La campagne électorale reprendra lundi, a annoncé la première ministre Theresa May, qui a souligné que le pays faisait désormais face à une nouvelle forme de menace terroriste. Ce dimanche, les ressortissants français établis au Sénégal ont voté pour les élections législatives pour des soucis logistiques. Le scrutin se déroule une semaine à l'avance. 27 candidats sont en lice. Sedina Lumfal. Sur le mur longeant l'ambassade de France au Sénégal sont exposées les affiches des 27 candidats aux élections législatives françaises. À compte-gouttes, les électeurs sont venus faire leur choix. Ça fait beaucoup de monde, ça m'a surpris de voir tout ce monde, tous ces bulletins. Bon, mais comme j'avais déjà prévu à la maison, à peu près, donc j'ai pu assez vite clarifier mon vote. Mais c'est vrai que c'est impressionnant quand même, toutes ces candidatures. Ça fait impressionnant. C'est peut-être un peu trop quand même. Je pense qu'ils peuvent un peu alléger quand même la tâche pour le vote des électeurs. Très bien, il y a beaucoup de candidats, mais bon, on vote quoi. Hein. On fait son devoir de citoyen français. Voilà. Le premier tour des élections législatives françaises s'est déroulé une semaine en avance au Sénégal et dans plusieurs pays par rapport à la France.
Ici, on vote en effet une semaine en avance par rapport à la France pour une raison toute simple qui est que l'acheminement du matériel de vote, les affiches, les bulletins qui doivent être refaits entre les deux tours mettent un certain temps à arriver. Nous ne voudrions pas que les choses ne soient pas possibles en l'état. Des législatives françaises qui renferment une particularité. La particularité, c'est que vous savez qu'il y a 11 circonscriptions des Français de l'étranger à travers le monde et que notre circonscription est celle qui voit le plus grand nombre de candidats se présenter, puisque je crois qu'après la nôtre, il n'y a pas plus de 19 candidats présents dans une autre circonscription. Donc ça, c'est une spécificité de la circonscription, de la 9e circonscription, qui regroupe 16 pays d'Afrique de l'Ouest et du Maghreb. Au Sénégal, en 2012, on avait enregistré un taux de participation de 15% à ces élections législatives françaises. Du sport football, l'équipe nationale rencontre l'Ouganda demain soir en amical. Cet après-midi, les Lions ont effectué leur séance de veille de match au stade Léopold Senghor. La tanière n'est pas encore au complet. S'y ajoutent quelques cas de blessures. Ibrahim Ambou. Le capitaine de l'équipe nationale, Cheikhou Kouyaté, récemment opéré au poignet, est venu encourager ses coéquipiers. Des Lions qui ont mis le bleu de chauffe pendant 1 heure sur la pelouse de Léopold Senghor. À 24 heures du match amical contre l'Ouganda, encore quelques absences. Khadim est venu nous rejoindre aujourd'hui. Va s'en suivre demain les Turcs, c'est-à-dire Moussa Sow, Lamine Gassama et Abdoulaye Diallo. Et à partir de là, on sera au complet. L'autre grand souci, c'est le nombre de joueurs blessés. Keita Diao Baldé, Alfred Ndiaye, Younous Sankaré, tous forfaits. Le coach réfléchit déjà à une solution de rechange avec des joueurs locaux. J'y ai pensé, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est juste en phase de réflexion. Donc il se pourrait peut-être que la semaine prochaine, que je puisse changer un petit peu le fusil d'épaule et regarder ce qui se passe avec l'équipe locale pour venir nous renforcer. Dans le groupe, il y a 3 joueurs évoluant dans le championnat du Sénégal. Pape Seydou Ndiaye de Niaritali, Adama Mbeng et Arial Mendy de Djambar. Le dernier nommé est convoqué pour la première fois, tout comme le gardien de but Clément Diop qui joue à Los Angeles Galaxy aux États-Unis. Toujours avec cette bonne nouvelle, les Lions du karaté sont champions d'Afrique par équipe. Ils ont battu le Cameroun ce dimanche en finale à Yaoundé par 3 victoires à 1 et un match nul. C'est dans le cadre des 16e championnats d'Afrique. Au total, le Sénégal a remporté 8 médailles, dont une en or, une en argent et 6 en bronze. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Ne ratez surtout pas le journal du pèlerinage avec Anne-Marie Gomis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Également droit à un dogu à Ramdao. Par ces temps de Ramadan, l'astuce est toute trouvée de clôturer la journée mondiale du lait autour d'un dogu, précédé, cela dit, d'une distribution de lait. Le cadre, Kermassar, les invités, les pensionnaires du Dara Al-Amal, des enfants qui ont rendu la journée plus que symbolique. Le lait est un produit complet. Le lait est un aliment complet comme on l'a tous appris. Transformé dans les conditions idoines, il garantit la santé. Les enfants et les parents doivent le savoir pour en consommer davantage. Pour le Dara, l'honneur est immense, un choix parmi tant d'autres. Nous avons choisi de nous concentrer sur l'éducation des enfants, leur inculquer les valeurs qu'il faut pour vivre en société. Merci Madame le ministre pour ce choix. Merci beaucoup, Sokhna Aminata Mbengue Ndiaye. Devant autorités de la commune, parents et acteurs de l'élevage, le ministre est revenu sur le choix de ces jeunes qui ont besoin plus que quiconque du liquide nourricier.
Le lait est le premier aliment de l'homme et de tous les mammifères. Il est d'une importance capitale, culturelle, mais aussi économique du fait des milliers d'éleveurs qui vivent de la filière. On a voulu clôturer la journée mondiale du lait pour faire honneur à Keur Massar et à cet important Dara Al-Amal. C'était le dernier temps fort de la journée mondiale du lait. Elle aura placé les enfants au cœur de la promotion de cet aliment complet. Voilà qui nous permet d'aborder notre reportage Ramadan. Durant cette période, les horaires des repas changent. Si certains préfèrent dîner juste après la rupture du jeûne, pour d'autres, c'est aux alentours de 23h00. Les médecins conseillent de prendre de l'eau et des fruits et le dîner 2 heures après. Aminata Mbengval. Le Ramadan est une période durant laquelle des changements s'opèrent dans les horaires de repas. Chez la famille Ndiaye de la Médina, tout le monde se retrouve autour du dîner juste après la rupture du jeûne. Le fait de prendre le dîner tôt permet une bonne digestion et on pourra faire tranquillement le nafila avant de se coucher. C'est une vieille tradition, ce sont nos grands-parents qui le faisaient. Et c'est une bonne chose, je pense. Prendre le dîner à cette heure est une vieille tradition. Et si cela se poursuit, c'est sans doute parce qu'il y a des avantages. On oublie même parfois qu'on a déjà mangé parce que tout simplement on a bien digéré. Quand on dîne tard, on risque d'avoir des ballonnements. Pour d'autres, pas question de se priver d'un bon petit déjeuner, même si c'est un peu de pain accompagné de saucisson ou un petit croissant et du café. Pour le dîner, ce sera aux alentours de 23h00 ou même au-delà. J'ai pas trop d'appétit juste après la rupture du jeûne. C'est pourquoi je prends un peu de pain et du café. Après, je prends mon dîner vers 23h. Mais je me promène quand même un peu avant de me coucher. Prendre le dîner un peu tard, ce n'est pas recommandé. Mais si c'est léger, cela peut éviter des soucis sanitaires. Et justement, côté santé, il y a des précautions à prendre. À la rupture du jeûne, et c'est ce qu'on constate le plus souvent, il ne faut pas tout de suite sauter sur un dîner, sur un repas très copieux. Il faut d'abord prendre le temps de réadapter l'organisme qui a été toute la journée sans priver et tout. Et donc, à la rupture du jeûne, par exemple, il est conseillé déjà de boire de l'eau, ensuite de prendre des fruits, quelque chose de léger, avant maintenant 2 heures plus tard de pouvoir prendre. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voici les titres. Le président de la République à Monrovia, il participe au sommet ordinaire de la CEDEAO. Le président Macky Sall a signé le traité de l'autoroute Dakar-Abidjan, corridor concernant cette pays de la CEDEAO, pour une meilleure exploitation du potentiel économique de la sous-région. Avec le Ramadan, les habitudes alimentaires changent les horaires surtout. Si certains préfèrent dîner juste après la rupture, d'autres préfèrent attendre les alentours de minuit. Les médecins conseillent de boire et de prendre des fruits. Le dîner viendra 2 heures après. Le pèlerinage marial de Popenguine, la messe de Pentecôte a été célébrée ce dimanche. Nous vous ferons vivre les temps forts de l'événement avec nos équipes sur place et Anne-Marie Gomis que nous allons retrouver. La rubrique découverte s'installe à Popenguine également. Focus sur le parc des oiseaux, réserve naturelle créée en 1986. Un regroupement de femmes et les agents des parcs nationaux font tout pour préserver cette réserve naturelle. Le chef de l'État a quitté Dakar ce matin à destination de Monrovia. Le président Macky Sall participe au 51e sommet ordinaire de la CEDEAO, ouvert aujourd'hui dans la capitale libérienne. Pour la première fois depuis 38 ans, le Libéria va accueillir une conférence internationale sur son sol. Il sera surtout question de paix, de sécurité et d'intégration économique. À son départ, le chef de l'État a été salué par le Premier ministre et quelques personnalités civiles et militaires. Le président Macky Sall, qui est arrivé à Monrovia, a signé aujourd'hui le traité de l'autoroute Dakar-Abidjan. Il s'agit de la construction d'un corridor qui concerne 7 pays membres de la CEDEAO, dont le Sénégal. C'est pour une meilleure exploitation du potentiel économique et le renforcement de l'intégration régionale en favorisant la libre circulation. Sommet ordinaire de la CEDEAO, envoyé spécial au Libéria, Pape Biram Bigué Ndiaye.
Monrovia, capitale du Libéria. Le pays renoue avec l'organisation de grandes conférences après 38 ans d'absence sur la scène internationale. C'est donc un moment historique pour une nation qui accueille la 51e édition de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale a aujourd'hui 42 ans et les défis sont toujours aussi nombreux, les enjeux multiples. C'est dans un contexte marqué par de nouveaux chantiers dont l'espace CEDEAO que le président Macky Sall est arrivé à Monrovia, où il est accueilli par la présidente Ellen Johnson Sirleaf. Un accueil avec les honneurs. Ce sommet ordinaire de la CEDEAO se déroule sous le signe de l'accélération de l'intégration régionale pour renforcer le commerce et la libre circulation dans l'espace communautaire. Cela aboutit à la signature d'un traité historique pour la construction de l'autoroute Dakar-Abidjan. Ce corridor va améliorer la viabilité économique de l'axe Dakar-Lagos. En plus des grandes capitales que traverse cette autoroute, la zone d'influence du corridor Dakar-Abidjan couvre les principales zones de production, les enclaves de ressources naturelles, les côtes et les régions agricoles de l'espace CEDEAO. Il s'agit d'une autoroute multinationale à double voie avec 6 lignes et une extension ferroviaire. S'y ajoutent des mesures complémentaires de facilitation du commerce et des transports reliant Dakar à Abidjan, en passant par les territoires de la Gambie, des deux Guinées, Conakry et Bissau, de la Sierra Leone et du Libéria. Ce projet grandeur nature se fera en partenariat public-privé et les études de faisabilité seront financées par la Banque africaine de développement. Ce sommet ordinaire s'est aussi penché sur les défis sécuritaires face à la percée du terrorisme. Les chefs d'État ont mis en place une stratégie pour affaiblir Boko Haram qui entraîne l'instabilité dans certains pays de la sous-région. L'idée, c'est aussi d'améliorer le système de partage d'informations et la coopération militaire avec l'Union africaine. En termes d'avancée économique. Pour lui, même pas à l'intérieur des États-Unis. Ousmane Sène qui était donc l'invité de l'émission Point de vue, la tournée du directeur général de l'Office des forages ruraux, le fort dans le sud-est du pays, les localités de Medina Diakha à Tambacounda et Tomboronkoto dans la région de Kédougou ont réceptionné des forages multi-villages, des infrastructures réalisées avec le soutien de la coopération japonaise. L'objectif à terme est d'assurer l'accès universel à l'eau. Abdoulaye Sinkare. Un nouveau jour se lève sur Medina Diakha. Grâce à l'Office des forages ruraux, l'eau coule dans cette localité où il a toujours été difficile d'en avoir. Auparavant, nos mamans partent des kilomètres pour puiser de l'eau et faire le ménage. Les puits aussi. Auparavant, les puits ont une profondeur très longue que pour avoir de l'eau, il y a d'énormes problèmes. Ici, il y a environ 1345 habitants. C'était très essentiel pour nous d'avoir ces forages, d'autant plus que depuis des années, on est confronté à un problème d'eau potable. L'ouvrage d'une valeur de 400 millions de francs est réalisé grâce au concours de la coopération japonaise. Aujourd'hui, la réception se fait en grande pompe. Toutes les installations ont été construites conformément à la norme japonaise. Donc vous pouvez utiliser toutes les installations à l'aise. Il vous demande d'utiliser les installations avec beaucoup de soins et avec beaucoup de précautions. C'est un forage multi-village, c'est extrêmement important. Si vous voyez que le coût est aussi lourd, c'est parce que aussi ça sert aussi à desservir l'ensemble des villages. Donc ça aussi, quand même, il faut le retenir comme viatique par rapport à la gestion de ce forage. Cette réalisation s'inscrit dans une dynamique qui vise l'accès universel à l'eau. L'objectif, c'est de permettre aux populations du monde rural d'avoir accès, comme dans les populations, dans les zones urbaines, à de l'eau. Et avoir un point d'eau dans une maison, ça veut dire un robinet, qui est une banalité dans le monde urbain, soit également une banalité en milieu rural. Que les femmes n'aient plus à se déplacer sur des charrettes pour aller chercher de l'eau. Avant Medina Diakha, dans la région de Tamba, la délégation de l'OFOR a effectué le même geste dans la commune de Tomboronkoto à Kédougou. Ici, le forage polarise 3 gros villages. La région de Kédougou, comme vous l'avez dit, s'illustre à côté de l'exploitation traditionnelle de l'or par les difficultés que rencontrent les populations en matière d'approvisionnement en eau.
vraiment que nous avons un problème, nous les collectivités locales, pour servir la population en eau potable au niveau de Mako et de Nyenemeki et Bako. Et c'est des gros villages qui approvisionnent vraiment, qui portent aujourd'hui 18 bornes de fontaine, dont 4 à Nyenemeki, dont 14 au niveau de Mako et Bako. Vraiment, nous sommes très satisfaits aujourd'hui. Pour la gestion des forages, des comités sont montés avec délégation de services publics. Et le fort ne compte pas s'arrêter là. Et notre objectif, c'est dans les 2 années à venir, qu'il n'y ait plus de problème d'accès à l'eau potable. Mako est simplement un début. Saraya va suivre, Ibel va suivre, mais nous sommes surtout en train de travailler sur un projet très important de transfert d'eau qui va régler définitivement les problèmes d'accès à l'eau potable des populations de la région de Kédougou. À Kédougou, des cadeaux ont été remis au directeur de l'OFOR, une manière pour les populations de lui témoigner leur reconnaissance. La 3e édition de la finale de récital du Coran a livré ses résultats. Moustapha Niang, de la région de Dakar, pensionnaire du Dara Riyadul Khourkhan de Mbao, a remporté le premier prix. Il est suivi de Mam Gorsey, toujours de Dakar. Plusieurs autorités religieuses ont pris part à l'événement. Le gouvernement a été représenté par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. C'est un compte rendu signé Massamba Thian. Le voici, le champion national du concours de récital du Saint-Coran. Moustapha Niang, petite de taille mais désormais inscrit en lettres d'or au Panthéon des dignes fils du Sénégal. C'est vrai que c'est mon fils. Ce qu'il vient de réaliser est un honneur pour tout le monde. Il a honoré toute la Oumma islamique. Alhamdulillah, c'est le seul mot qu'il a livré, un sentiment partagé avec toutes les autorités qui ont pris part à cet événement, du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne qui a présidé la finale aux jeunes disciples venus des 14 régions du Sénégal. Ce que nous venons de vivre vraiment ici à Grand Tête, c'est un jour qui sera marqué dans l'histoire du Sénégal. Ce qu'on a vu sur ces enfants-là, vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Premier ministre, entouré de plusieurs membres du gouvernement, a félicité l'ensemble des acteurs mobilisés pour la bonne organisation de ce concours. Un concours qui intervient dans un contexte d'une politique de modernisation des Dara bien enclenchée. Notre ministre, M. Serigne Mbaye Thiam, ici présent, que nous félicitons de passage, lui, vraiment, il nous a beaucoup accompagnés, il nous a beaucoup aidés. Je lui ai dit que ces résultats-là, c'est des produits vraiment que la fédération a enregistré, mais grâce à vous, parce que c'est lui qui nous a apporté beaucoup de soutien, qui pousse vraiment à ce que les Dara aillent de l'avant. Donc nous avons la présence du gouvernement parce qu'il ne faut pas oublier que les Dara font partie du système d'éducation. On a parlé du ministère de l'Éducation nationale. On n'a pas parlé du ministère de l'Éducation publique seulement, française. On a parlé du ministère de l'Éducation nationale. Et les Dara sont des lieux d'éducation. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État, le président Macky Sall, le gouvernement, ils sont engagés dans un processus de modernisation et d'intégrer les Dara dans le système éducatif comme partie prenante. La 3e édition de la finale de récital du Saint-Coran a été remportée par la région de Dakar à travers Moustapha Niang, champion, et Mamor Sey, vice-champion. La cérémonie a servi de tribune pour aborder des thèmes d'actualité surtout liés à l'islam et la paix. Beaucoup de prières ont été dites pour un Sénégal de paix et de prospérité. Millionnaire grâce au Coran, n'allez pas à la recherche de la sourate enrichissante, empruntez plutôt la voie de ces jeunes Sénégalais primés au concours international de récitation du Coran. Cela leur a valu de fortes récompenses pécuniaires jusqu'au sommet de l'État. Cherchez le savoir et à vous la fortune, c'est une chronique signée Omar Diaw. La quête de l'argent n'est pas toujours une droite séquente de celle qui mène tout droit vers Dieu. Souvent d'ailleurs, la recherche effrénée de la fortune, moins qu'une droite épouse les contours d'une sinusoïde serpentant à travers des dédales obscurs de combines, d'affaires pas tout à fait nettes, pas tout à fait musulmanes, serait-on tenté de se permettre à l'occasion. Les lauréats sénégalais du dernier concours de mémorisation et de récitation du Coran ont porté haut l'étendard d'un pays qui peut en apprendre à d'autres plus anciennement convertis, se considérant même comme des légataires directs de l'essence de la civilisation musulmane qui est aussi négro-africaine. Sur l'échiquier mondial, les pays du croissant de jeunes Sénégalais ont montré la qualité des enseignements
qu'ils ont reçus et leur propre talent. Ce podium sur lequel le Sénégal n'a laissé que très peu de place à la concurrence a valu à nos lauréats sortis de l'anonymat gloire, laurier et fortune. On se croirait dans un téléthon sur des plateaux télévisés. Cette générosité affichée cache sûrement d'autres formes discrètes et hautement appréciables là-haut. La Républicaine a exprimé sa reconnaissance à ses enfants prodiges. Elle se doit d'ancrer en chacun d'eux le culte du mérite. Et ceux qui ont investi le savoir méritent le respect dû aux gros investisseurs dont on peut ignorer l'origine des fonds. Chaque jour est une occasion d'apprendre sur le vaste monde de notre ignorance. Cherchez le savoir et à vous la fortune, la chronique signée Oumar Diao. C'est par une distribution de lait que la journée mondiale du lait a été clôturée au Sénégal. Le ministre de l'Élevage et sa délégation ont choisi le Dara Al-Amal de Kermassar pour cette distribution. Les enfants de l'école et les nombreux invités ont eu... La CEDEAO a réalisé des progrès. En 2013, les volumes des échanges étaient de 3 milliards de dollars et en 2015, 15 milliards de dollars. L'idée d'aller vers une monnaie unique fait également son bonhomme de chemin. Invité à cette rencontre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit sa volonté de travailler avec les pays membres de la CEDEAO. Il leur a tendu la main tout en vantant le modèle économique d'Israël qui, selon lui, peut contribuer à la croissance des pays de l'espace CEDEAO. Les chefs d'État de la CEDEAO qui sont réunis actuellement à Monrovia, au Libéria. Nous aurons d'autres aspects dans nos prochaines éditions. Sachez qu'après avoir réintégré l'Union africaine en janvier 2017, le Royaume du Maroc va tenter une nouvelle entrée à la CEDEAO. Ce 4 juin 2017, le 51e sommet de la CEDEAO de Monrovia sera une occasion pour le Royaume chérifien d'intégrer un marché de 300 millions d'habitants. Le Maroc va faire valoir de réels atouts pour jouer un rôle moteur dans l'espace CEDEAO avec son poids économique considérable. Abib Mbaye. Le Maroc puissance 16 comme le 16e pays qui va intégrer la CEDEAO. L'entrée du Maroc figure en bonne place dans l'agenda de ce 51e sommet des chefs d'État de l'organisation sous-régionale. Ainsi, après avoir réintégré le 30 mars dernier l'Union africaine, le Maroc ira donc à l'assaut d'un espace économiquement dense de ses 320 millions de consommateurs. De nouveaux horizons économiques où le royaume chérifien, fort de son expertise dans des domaines comme le secteur bancaire, les assurances entre autres, aura permis à ces 35 millions d'habitants de faire partie d'un nouvel espace africain qui ne fera que booster le leadership bancaire de Attijari Wafa Bank. Ce groupe marocain a fini par se faire une belle réputation en Côte d'Ivoire avec SIB et au Sénégal avec la CBAO. Qui plus est, le Maroc va intégrer la CEDEAO pour conforter une place déjà acquise dans le domaine des assurances, car l'expertise marocaine a fini de s'imposer en Côte d'Ivoire avec le réseau Colina, qui est devenu Saham, une propriété du Maroc, leader en Afrique, en dehors de l'Afrique du Sud, avec une présence dans 23 pays du continent. L'arrivée du Maroc dans la CEDEAO aura le mérite de conforter le statut d'investisseur du continent dans sa partie occidentale. Une suite logique dans le tournant africain qu'est en train d'entreprendre le royaume chérifien, avec 62,9% de ses investissements directs à l'étranger tournés vers le continent. Il n'y a pas que le Maroc qui en sera gagnant, car la CEDEAO bénéficierait d'un accès stratégique à la Méditerranée. Un projet de gazoduc ralliant le Nigeria au Maroc et desservant l'Europe est en perspective à l'horizon 2022. Celui-ci permettra notamment le Sénégal et la Mauritanie de commercialiser leurs hydrocarbures issus des récentes découvertes. De belles perspectives pour les pays membres de la CEDEAO. Qui veut donc intégrer la CEDEAO comme 16e pays membre. La décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de la COP21 n'est pas confortable pour le président américain. Dictée par la situation politique à laquelle fait face Donald Trump, cette annonce peut ouvrir la porte à d'éventuelles négociations. Analyse de Ousmane Sen, spécialiste des États-Unis. Le directeur du WARC était l'invité de l'émission Point de vue avec Omar Nying. Je ne crois pas que ce soit de l'intérêt des États-Unis d'être tout seul comme ça.
Les États-Unis, combien de pays sont avec les États-Unis? Vous les comptez sur le bout des doigts. Ils ne font pas plus de 5. Donc l'essentiel du monde est dans la COP 21 et les gens ont dit il n'est pas question de revenir en arrière. Parce que les circonstances politiques dans lesquelles il se trouve, aussi le fait que ça a été une promesse de campagne, l'ont poussé à dire ce qu'il a dit. Mais est-ce que là, ce n'est pas ouvrir la porte pour d'éventuelles négociations? Parce qu'avec la COP, les gens ont dit il est toujours possible de négocier. Bon, il est toujours possible qu'il négocie. Mais cette position-là, ce n'est pas une position confortable.